bien accueillir Oussama Hamar. Bon ben, bonsoir, merci pour l'invitation. Toujours très content d'être à Marseille. Donc, je m'appelle Oussama Hamar, j'ai 29 ans. Je dirige une société à Paris qui s'appelle The Family. Est-ce qu'il y a des gens ici qui connaissent The Family ou pas? D'accord, donc on commence à être un petit peu connu. The Family, c'est une société d'investissement qui a une thèse très simple, c'est que contrairement à toutes les sociétés d'investissement du monde, on n'investit pas d'argent tout de suite. La société d'investissement, c'est un objet assez simple. C'est un objet où normalement vous venez, vous cherchez de l'argent. Quand les gens vous donnent de l'argent, ils vous promettent plein d'autres choses. La fameuse valeur ajoutée. Ils vous disent qu'ils sont très intelligents, ils vont vous donner des bons conseils. Ils sont très connectés, ils vont vous présenter des gens. Ils ont des services, les gens qui travaillent pour eux, ils vont vous rendre des services, etc., etc. Mais la condition pour avoir accès à tout ça, c'est de prendre leur argent. Et évidemment, leur argent n'est pas gratuit puisqu'il faut prendre une part au capital. Nous, on fait l'inverse. Nous, on offre toute notre valeur ajoutée. Si les gens sont contents, ils nous laissent mettre de l'argent. C'est un modèle un peu étrange, mais en fait, c'est un modèle qui a plein de vertus. La première vertu, c'est que comme on investit dans des startups, on ne sait jamais si une startup va fonctionner ou pas. Si je peux vous raconter des centaines d'anecdotes là-dessus, on a 350 startups en portefeuille. Vous prenez les 10 startups qui ont fait le plus rigoler les gens quand elles sont rentrées, vous êtes sûr qu'elles font partie des 10 meilleures startups de The Family. Parce qu'en général, les startups, c'est très contre-intuitif. En général, les startups, c'est très dur à prédire si elles vont fonctionner ou pas. Et on a tous, dans ce milieu, des traumatismes. Pendant très longtemps, dans l'entreprise traditionnelle, ce qui comptait, c'était le modèle. Le fournisseur, le business plan, la position stratégique, les contrats, l'exclusivité. Tout ça avait de la valeur. C'est ce qu'on appelle des avantages comparatifs. D'ailleurs, il y a encore plein de gens dans ce monde qui, quand ils regardent une startup, lui demandent c'est quoi des avantages comparatifs. Or, la réalité de ce monde numérique dans lequel on est rentré, c'est que les avantages comparatifs, ils ont disparu. Ils n'existent plus. C'est fini, ils ont été commoditisés. Alors, ils ont été commoditisés pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'avant, le premier avantage comparatif, c'était le financement. L'accès au capital. L'accès au capital pendant tout le 19e siècle, c'est ce qui faisait la différence entre un projet qui existe et un projet qui n'existe pas. L'accès au capital au 19e siècle, c'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui peut réaliser un projet et quelqu'un qui ne pourra pas réaliser un projet. Au 19e siècle, le capital, c'est le lien direct entre l'argent, la culture et la société. Puisque ceux qui ont de l'argent ont la culture, ceux qui ont de la culture ont les sociétés. Et ça crée une boucle d'exclusivité de classe qui a donné des choses extraordinaires au 19e siècle, des grandes familles industrielles, qui a donné des choses un peu moins extraordinaires, la lutte des classes, tout ce que vous voulez. Mais à la fin, le concept, il est tout bête, c'est que comme le capital est un avantage comparatif, quelque chose qui fait la différence entre votre projet et celui des autres, et bien ce capital a de la valeur. Puis qu'est-ce qui s'est passé? Et il s'est passé un double phénomène, enfin un triple phénomène. Premier phénomène, tout coûte de moins en moins cher. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais autour de vous, à part les activités réglementées, on est dans une sorte de déflation depuis 20 ans. Prenez le prix d'un ordinateur il y a 20 ans et le prix d'un ordinateur aujourd'hui, pas être un grand économiste pour voir qu'on est en déflation. Vous prenez le prix d'un billet d'avion il y a 20 ans et le prix d'un billet d'avion aujourd'hui, vous voyez la déflation. Vous prenez le nombre de choses qui étaient payantes il y a 20 ans et qui aujourd'hui sont gratuites, vous voyez la déflation. Et cette déflation, structurellement, a eu un impact sur le coût de démarrage d'un projet. Je vais donner un chiffre, on a 350 sociétés en portefeuille, l'investissement moyen pour atteindre le break-even chez les projets qui atteignent le break-even, ce qu'on appelle un biais de sélection, quand même, ça reste intéressant, c'est moins de 15 000 euros. Aujourd'hui, à The Family, avec moins de 15 000 euros, vous avez des entrepreneurs qui atteignent un seuil de rentabilité et qui atteignent un seuil d'indépendance qui leur permet de lever des fonds et engranger plus de coûts, etc. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est passé d'un monde où les idées se battent pour le capital à un monde où le capital se bat pour les idées, à cause de cette déflation. La deuxième chose, c'est l'accès au savoir. Alors, il y a un test que j'aime beaucoup faire à chaque fois. Qui ici connaît Coursera? Levez haut la main, ça m'intéresse toujours. Bon, lui, il triche, ça fait 2 ans que je lui casse la tête. Coursera, c'est une plateforme que j'adore.
Parce que pour moi, c'est un truc que nos arrière-petits-enfants apprendront à l'école dans des livres d'histoire, comme un phénomène historique très important, mais qui est passé complètement inaperçu. Coursera, c'est quoi? C'est il y a 5 ans maintenant, peut-être 6 ans, en 2010 ou 2011, il y a 2 jeunes types à Stanford qui ont une idée toute bête, qui a été de se dire, mettons les cours gratuitement en ligne. On va mettre une caméra à Stanford et on va mettre les cours en ligne gratuitement. C'est tout bête, il n'y a pas de problème, on a une super idée. Alors déjà, imaginez la tronche des profs de Stanford et de l'administration de Stanford quand 2 types viennent, même en Californie, expliquer que les cours qui coûtent 80 000 $ l'année vont finir gratuitement sur Internet. Alors, le choc passé, ça reste quand même la Californie, ça reste une terre d'innovation, ça reste une terre d'expérience. Donc les types se sont dit, on va prendre le pire prof de l'école, le mec que personne n'aime, on va le mettre en ligne. Si ça marche avec lui, ça marchera avec les autres. Mais au moins, on prend pas de risque. Vous imaginez, les profs ont commencé à avoir peur, ils se sont dit, mais vous imaginez, ce que je raconte va être vérifié par les gens. Ce que je raconte va être jugé par les autres profs. Ce que je raconte pourra être maintenant public et on pourra me le reprocher. Donc, rien que ça, déjà, c'est un pas pour un prof qui est compliqué. Et alors, je vous fais de la longue histoire de façon très courte. Coursera a eu des centaines de milliers de gens qui ont regardé le cours. Il y en a des dizaines de milliers qui ont suivi le cours jusqu'au bout. Et il y en a quelques milliers qui ont passé l'examen, le même examen que passent les élèves de Stanford, et qui l'ont eu. Donc vous passez d'un cours qui est suivi par 40 élèves par an en intelligence artificielle, l'un des domaines les plus durs en informatique, à quelques dizaines de milliers de personnes qui ont la même formation. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que quand vous zoomez et que vous regardez qui sont ces gens ont des caractéristiques fabuleuses. La première caractéristique, c'est que la grande majorité d'entre eux vient d'un pays du tiers-monde. Ils ne viennent pas d'un pays développé. Et puis, la grande majorité d'entre eux a moins de 18 ans. C'est-à-dire que vous êtes rentré dans un monde où quelqu'un, avant ses 18 ans, peut avoir accès à un cours qui, avant, était réservé aux meilleurs étudiants de Stanford, gratuitement en ligne. Et puis, la troisième impact que ça a, et qui est fascinant quand on y pense, c'est que maintenant, il y a des dizaines de milliers de cours sur Coursera. Il y a des centaines d'écoles qui partagent leur savoir. Et c'est devenu le YouTube du savoir, et puis ça a été copié, et puis il y en a plein d'autres, et le phénomène des MOOC a profondément changé la société. Et ça, c'est la deuxième raison pour laquelle le capital a beaucoup moins de valeur qu'avant. C'est tout simplement parce que le savoir et l'enseignement se commoditisent. C'était quoi, vous savez, on appelle ça APM expert. Alors, expert, c'est un mot que je ne supporte pas. Je trouve que l'idée même d'expertise signifie un peu la mort. Parce que c'est quoi une expertise? L'expertise, c'est de dire, à un moment, on est arrivé au top de son industrie. À un moment, on est arrivé tout en haut de l'échelle sociale. Et bien ça, c'était vrai à une époque où on ne pouvait pas se comparer mondialement. Mais dans un monde qui, à la fois, est mouvant et à la fois extrêmement concurrentiel, puisque vous n'êtes plus en concurrence non seulement avec le type qui parle dans la salle, mais à peu près avec tous les types qui parlent dans une salle dans le monde, et bien d'un seul coup, l'idée même de valeur de l'expert disparaît. Là où avant, il fallait payer très cher un consultant, vous pouvez aller regarder une vidéo YouTube. Là où avant, il fallait dépenser des sommes considérables pour avoir accès à l'information, l'information est devenue une commodité, et ça a un impact direct sur la capacité d'exécution. Prenez un cas tout bête. Pourquoi les cabinets de consulting ont de plus en plus de mal à signer des clients? Tous les grands cabinets dans le monde ont ce problème. C'est pour une raison très simple. C'est que toutes les grandes entreprises dans le monde sont en train d'internaliser la compétence. Que ce qui avant était inaccessible à leurs collaborateurs en termes d'information est maintenant disponible en ligne, quasiment gratuitement, si les types se bougent un peu. Et ça fait que le capital prend un coup. Et le troisième coup que le capital a pris, c'est qu'il est en croissance exponentielle. Si d'un côté vous avez besoin de moins en moins de capital pour produire du rendement, et que de l'autre, de moins en moins de capital produit de plus en plus grand rendement, ben ça veut dire que le match entre capital et rendement est de plus en plus dur. Tout le monde se demande pourquoi. C'est un grand truc. Cet été, j'étais invité à une conférence d'économistes qui m'ont fasciné. Ils ont fait 3 jours de table ronde pour savoir pourquoi il n'y a plus rien qui rapportait de l'argent. Alors moi, quand on est dans mon point de vue, ça paraît évident en fait. Si vous vous dites que, prenons un exemple,
Quelle est l'une des premières capitalisations boursières dans le monde? Google. C'est, je crois, 358 milliards ou 458 milliards, je ne sais rien. C'est des chiffres tellement gros, disons que c'est beaucoup de milliards. Combien ils ont investi en capital pour bâtir cette entreprise? 50 millions d'euros. Le coût capitalistique net de Google, c'est 50 millions d'euros. Facebook, c'est combien de milliards? C'est quoi le coût capitalistique net de Facebook? 7 milliards. C'est rien du tout. Je veux dire, quand vous arrivez dans des industries qui arrivent à produire autant de valeur, autant de bénéfices, autant d'argent avec si peu de moyens, et bien vous vous retrouvez tout simplement dans la situation où cet argent qui est produit a de plus en plus de mal de trouver des rendements après. Et résultat, qu'est-ce qui se passe? Et bien l'argent est de plus en plus concurrentiel pour les meilleurs projets. Pourquoi toutes les valorisations, pourquoi tous les financements de start-up augmentent? Tout simplement parce que les deux courbes se croisent. La courbe du besoin baisse, la courbe de l'offre monte, et donc le rendement s'écroule. Et parce que le rendement s'écroule, vous êtes dans une société où c'est plus le capital qui est courtisé par les idées, c'est le capital qui courtise les idées. Et ça, c'est un changement profond, qui évidemment n'est pas homogène. J'adore quand je raconte ça dans une conférence, parce qu'il y en a toujours un pour la ramener en expliquant que son cousin, il n'arrive pas à lever des fonds. Oui, effectivement, c'est un peu comme tous les phénomènes macro, il y a des poches. Pensez au gruyère. Le gruyère est un bon fromage, mais il y a quand même des trous dedans. Donc, forcément, dans un phénomène global de cette façon, il y a énormément de gens qui sont laissés sur le bas-côté parce qu'ils ne vivent pas dans la réalité qui est la réalité de la nouvelle époque. Les époques se superposent toujours. Et aujourd'hui, dans notre époque contemporaine, on a deux paradigmes qui se superposent. Un paradigme où des gens ont besoin de capital et n'en trouvent pas, et un paradigme où des gens n'ont pas besoin de capital et croulent sous le capital. Et ces deux réalités s'entrechoquent, et ces deux réalités ont des extrêmes. D'un côté, il y a des gens qui mériteraient de recevoir un crédit bancaire de leur banque et qui ne le reçoivent pas parce que des raisons inconnues administratives. Et de l'autre côté, vous avez des sociétés qui feraient mieux de ne pas lever des fonds et qui croulent sous les milliards. Est-ce que le dernier réseau social pour chiens a besoin de 60 millions de dollars pour découvrir qu'en fait aucun chien dans le monde n'a besoin de réseau social? Peut-être pas. Mais forcément, ces phénomènes sont des phénomènes de balancier. C'est dans les deux sens qu'ils fonctionnent. Et cette commoditisation du capital, elle a comme impact qu'aujourd'hui, quand une société atteint un certain seuil de maturité, elle devient extrêmement attractive. Donc, la première source de commoditisation, c'est le capital. La deuxième source de commoditisation, je vous l'ai dit, c'est le savoir. La troisième source de commoditisation, c'est la réputation. Je pense que s'il y a une chose perturbante dans ce monde, c'est à quel point les réputations sont devenues fragiles et à quel point le capital humain est devenu, pour le dire gentiment, avec peu de valeur. Hier, on avait une réunion avec des collaborateurs et on a un jeune stagiaire dans notre équipe, qui vient de Sciences Po, HEC, et on parlait d'un homme très connu de l'écosystème français avec qui je viens d'avoir rendez-vous. Et j'étais furax en sortant du rendez-vous, parce que j'ai entendu les pires conneries de ma vie. Je me suis dit, c'est pas possible de raconter des trucs comme ça. Et donc, je raconte ça à mon équipe. Et ce jeune collaborateur, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, je comprends pas, pourtant il est tellement brillant. Alors ça, c'est une remarque très française. Je peux vous dire que n'étant pas français, c'est le genre de remarque qui, moi, me fait toujours titiller, qui titille d'oreille. Je me dis, mais comment on peut dire un truc pareil? Comment on peut juger les gens, non pas pour ce qu'ils disent ou ce qu'ils font, mais seulement pour qui ils sont? Et puis avec des choses très artificielles, à savoir diplôme, carrière, etc. Je me dis, mais tu le connais? Non? Ok. Comment tu sais qu'il est brillant? Bah, il a fait l'ENA, HEC et je sais pas quoi. Ok. Alors, reprenons depuis le début. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce monde? Pourquoi avant, on avait besoin de qualifier les gens avec une ontologie sous prétexte qu'ils avaient fait une école? On disait, celui-là, il est bon parce qu'il est polytechnicien. Celui-là, il est extraordinaire parce qu'il a fait HEC. D'ailleurs, vous regardez les nécrologies en France,
qui sont uniques au monde. Je vous assure qu'il n'y a pas un autre pays où c'est comme ça. Où quand un type crève, la première ligne, c'est ce qu'il a fait à l'école. Vous connaissez un autre endroit dans le monde où c'est comme ça? Non. Pourquoi? Parce qu'on a poussé dans la société française jusqu'à la sclérose cette idée du 19e, qu'on a besoin de savoir qui les gens sont et que ce qu'ils ont appris à l'école est un capital qu'ils vont utiliser toute leur vie. Pourquoi ce capital n'a plus de valeur? Eh bien, le capital n'a plus de valeur pour deux raisons. La première raison, c'est que la distance et l'écart type entre deux polytechniciens n'a jamais été aussi élevé dans l'histoire. Au 19e siècle, deux polytechniciens sont les mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils ont accès à exactement la même quantité d'informations linéaires. Ils lisent les mêmes livres, ils ont les mêmes profs, ils regardent la même info. Maintenant, les polytechniciens sont entrés dans un monde quantique. Vous prenez une classe de polytechniciens, vous les confrontez à l'infini de l'info, et puis telles des petites particules, certains d'entre eux vont connaître des exponentielles incroyables, vont découvrir des choses, devenir experts, apprendre et devenir des personnes extraordinaires, et puis d'autres, ils vont potasser les livres qu'on leur donne, l'info qu'on leur donne, ils vont être polytechniciens, au sens littéral, et ils n'ont plus aucun intérêt dans ce monde. Et les deux ont le même titre. De l'extérieur, c'est perturbant. De l'extérieur, on se dit, je ne comprends pas. Les deux ont fait la même école, mais pourtant, ils ne sont plus la même personne. Pourquoi? Parce que l'individualisation de ce monde. Et ça, c'est la deuxième force extraordinaire, c'est que l'individualisme a gagné. Alors, quand je dis ça, les gens disent, ah là là, quelle horreur, l'individualisme, c'est des gros mots, je sais, bon, ok. Mais moi, je le prends au sens phénomène naturel. Qu'est-ce que c'est l'individualisme au sens phénomène naturel? C'est tout simplement qu'aujourd'hui, la distance entre deux individus est toujours plus grande d'année en année. Et que l'appartenance à une tribu n'a plus de valeur en dehors de l'appartenance elle-même. Sous-entendu, être polytechnicien, c'est un signal. Vous êtes bon en maths. Il y a peu de polytechniciens sur Terre mauvais en maths. Mais la suite n'est plus révélée. Et donc, avoir une carrière parce que vous êtes polytechnicien, c'est plus garanti. Et ça, c'est très perturbant dans un pays aristocratique. Parce que dans un pays aristocratique, on ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi d'un seul coup, des gens qui sortent de nulle part, pourquoi des gens qui sont autodidactes, pourquoi des gens qui n'ont pas connu le moule dans lequel est passé tout le monde, peuvent d'un seul coup avoir du succès, peuvent d'un seul coup avoir accès à des choses. Et pour ça, il faut rompre avec une idée très française, c'est qu'en France, le succès vous est toujours donné par quelqu'un. C'est ce qu'on apprend à l'école. Qu'est-ce qu'on apprend à l'école? On vous dit, travaillez bien, comme ça quelqu'un vous donnera un bon travail. Personne ne vous dit, soyez créatif et créez-le votre travail. L'idée même qu'on puisse créer par soi-même quelque chose, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas dans la collectivité, dans la société. Et d'ailleurs, si vous regardez à peu près tous les hommes politiques, ou toutes les personnes qui sont reconnues dans l'économie par la presse, le premier paragraphe après leur diplôme, ce sera leur mentor. Regardez, vous avez un ministre de l'économie qui part en vrille. Donc il y a 400 articles qui sont écrits sur lui. Sur les 400 articles, le premier paragraphe, c'est toujours la même chose, repéré par Jacques Attali et Alain Minc. Alors en plus, les journalistes ne sont même plus à un oxymore près. Maintenant, avoir comme mentor Attali et Alain Minc, c'est même plus louche. C'est repéré par le soleil et la lune. Ok, bon. Et alors, il est de quel côté? Ah oui, c'est vrai, il est ni de droite ni de gauche, il est au-dessus. Donc, forcément, ça donne une situation où les gens ne peuvent pas attribuer le succès de quelqu'un à son travail, ne peuvent pas attribuer le succès de quelqu'un à sa personne, ne peuvent pas attribuer le succès de quelqu'un à sa volonté. Donc on l'attribue parce qu'il a comme mentor Attali, ou parce qu'il a comme mentor Minc, ou je ne sais pas qui. Or, dans la société réelle, dans le monde dans lequel on vit, eh ben, vos enfants se sont détachés de ça. Par exemple, je vais vous donner un petit exercice pour ce soir quand vous rentrez à la maison. Vous demandez à vos enfants le nom des 3 youtubeurs qu'ils suivent sur YouTube, et je vous mets au défi d'en connaître un. Si vous en connaissez un, vous êtes meilleur que moi avec mes deux. C'est hallucinant. Il y a une sorte de monde parallèle qui est en train d'apparaître. C'est quoi un youtubeur? Regardez les carrières dans le showbiz. C'était quoi les carrières dans le showbiz avant? Par exemple, j'ai une petite nièce
qui voulait, quand elle était petite, elle voulait absolument être actrice. Et sa mère lui a dit, surtout pas, c'est un monde où il faut coucher pour réussir. Parce que c'était l'idée. L'idée, c'était que c'était un monde tellement concurrentiel, tellement dur, que s'il n'y avait pas un producteur, ou s'il n'y avait pas quelqu'un qui vous donnait ses faveurs, c'était impossible de réussir. Qu'est-ce qu'ils font maintenant, les enfants? Ils prennent leur caméra, ils prennent leur iPhone, ils se filment, ils se mettent en ligne, et ils ont des millions de vues. Et regardez comment le showbiz traditionnel réagit. Il y a un an, Ruquier a invité sur son plateau, dans je ne sais pas quelle émission, parce que évidemment je n'ai pas la télé, mais dans une émission donnée, une youtubeuse. Et qu'est-ce qu'il a dit, notre cher Laurent Ruquier? Elle a dit oui, bon, de toute façon sur internet, vous parlez de millions de vues, ha ha ha, mais c'est faux tout ça. Et oui, les chiffres des youtubeurs sont supérieurs aux audimates de la télé. Mais sauf que personne dans aucune chaîne de télé ne percute. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle un changement de paradigme. Un changement de paradigme, c'est que le monde que vous regardez n'est plus le monde réel, mais vous ne pouvez pas l'admettre. Je vais vous donner, moi, des changements de paradigme. Quand j'étais étudiant en philo, c'est ce qui me fascinait le plus. J'aurais pu passer ma vie à étudier les changements de paradigme, parce que je trouve ça incroyable à quel point le cerveau humain est un instrument absolument pas fiable pour se représenter le monde. Les gens ont plein d'opinions, de vues, sur comment le monde est, comment le monde fonctionne, et en fait, tout est faux. Et alors, je vais vous donner mes deux changements de paradigme préférés. Le premier, c'est les médecins et le fait de se laver les mains. Un jour, il y a un médecin qui est venu et qui a dit aux autres médecins, vous savez les gars, en fait, je crois qu'il y a un truc, quand on touche un corps mort, et qu'après on va dans la salle d'opération avec les mains du mort, et bien il se passe un truc, et le type il classe. Si je me lave les mains, entre la morgue et la salle d'opération, le taux de survie est dingue. Qu'est-ce qu'ils ont fait les autres médecins? Ils l'ont enfermé. Exactement, ils l'ont mis en hôpital psychiatrique. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'ils sont conservateurs? Sans doute, ils sont médecins. Est-ce que c'est parce qu'ils sont déconnectés de la réalité? Sans doute, ils sont médecins. Mais plus profondément, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête quand quelqu'un vient vous expliquer que vous, en ne vous lavant pas les mains, vous tuez quelqu'un? Et bien votre cerveau a un mécanisme de protection qui se met en place et qui pense à tous les gens que vous avez butés dans votre vie. Et qui d'un seul coup se rend compte que depuis 30 ans, vous butez des gens. Et qu'en fait, vous avez la responsabilité de plusieurs centaines de morts sur la tête. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est très simple. Le cerveau crée une vision du monde dans laquelle c'est vous l'ennemi. On vous enferme et on vous met ailleurs. Et puis, le deuxième type qui a eu l'idée, la même idée que le mec, ayant vu l'autre se faire enfermer, qu'est-ce qu'il a dit? Il a été voir les jeunes. Il a été voir les étudiants, il leur a dit, vous vous lavez les mains. Les mecs ont dit, oui, ok. Et comme ça, en moins de 20 ans, vous avez une nouvelle génération de médecins. Et à une époque, au 18e, vous aviez une chance sur deux de mourir si vous vous faisiez opérer par quelqu'un de plus jeune. Parce qu'il y avait les mecs qui se lavaient les mains et les autres. Il y avait ceux qui arrivaient avec leur blouse dégueulasse et les autres. Et comme les deux étaient en concurrence et que les deux étaient au même moment parce qu'il y avait une transition de génération, il fallait faire un choix. Et ces changements de paradigme peuvent être longs. Avoir une génération entière de médecins qui part à la retraite, c'est long. Alors heureusement, l'espérance de vie et la durée de travail étaient plus courtes à l'époque, mais quand même. Et ça vous met dans des situations par rapport à votre vie qui est compliquée. Le deuxième changement de paradigme qui moi me fascine, c'est le jour où Galilée nous a expliqué que la Terre était ronde et qu'elle n'était pas le centre de l'univers. Alors c'est un changement de paradigme génial parce que je pense qu'on oublie à quel point on nous a raconté pendant des millénaires qu'on était le centre de l'univers. Et à quel point ça doit être structurant comme idée pour se représenter un monde infini. Et puis un matin, vous vous levez, un type vient et vous explique qu'en fait, les gamins, on s'est trompé, c'est pas le soleil qui tourne autour de nous, c'est nous qui tournons autour du soleil. Et souvent, on ne rend pas service aux enfants quand on leur apprend ça à l'école. Parce qu'on leur apprend ça comme les gens étaient des abrutis. On leur dit, ouais, franchement, à l'époque, époque obscurantiste, où quand la science est venue leur révéler que le soleil n'était pas au centre de l'univers, on s'est déchaîné, on a voulu le mettre sur le bûcher, il a dû rétracter, puis le pape, quel abruti,
En plus, on est dans un pays anticlérical, alors il faut en rajouter une couche. Et puis, franchement, tous ces cons. Mais en fait, c'est pas ça qu'il faudrait raconter aux enfants. Ce qu'il faudrait raconter aux enfants, c'est que c'est une réaction naturelle. C'est naturel quand quelqu'un vient vous expliquer quelque chose qui choque tout ce que vous avez appris dans votre vie, de réagir avec violence et défense. J'ai grandi un peu au Brésil, ma famille est brésilienne. J'ai une famille libanaise, donc forcément éclatée, j'ai 3 frères brésiliens. Et au Brésil, un jour, je vais au cinéma avec mon frère, et il y a un type qui arrive en Rolls, qui sort de la Rolls, qui arrive devant la file de cinéma, et tout le monde se pousse. Tout le monde se pousse pour le laisser passer. Pourquoi? Parce que le Brésil a beau être une démocratie en termes de système politique, ce n'est pas une démocratie en termes de pensée, en termes de paradigme. Et Tocqueville raconte ça très bien, raconte très bien les bienfaits et les méfaits de la démocratie. Et Internet, c'est quoi? Internet, c'est la dernière étape de la conquête de la démocratie dans nos sociétés. Internet, ce n'est que l'expression démocratique du pouvoir qu'on a tous envie d'avoir. On veut tous ce pouvoir, on veut tous pouvoir lutter contre les grands, on veut tous pouvoir être l'égal des sociétés, et Internet a permis à ces voix de s'exprimer. Je vais raconter 2 petites histoires. La première, c'est en 2010, c'est la première fois où je me suis rendu compte de ça, c'était l'une des premières fois où j'allais en Californie. Et j'ai pris l'avion sur United Airlines, ou American Airlines, d'ailleurs il faut que j'arrête de donner le nom, parce qu'après les compagnies se plaignent en disant non, c'était pas nous, c'était l'autre. Donc une compagnie aérienne américaine. Et j'arrive en train d'attendre mes bagages, et il y a un type que je vois comme ça à côté de moi, qui a sa guitare, qui arrive par le truc à bagages, qui est cassée en 20 morceaux, enroulée dans du scotch, pour que les morceaux tiennent ensemble. C'est du gros chatterton. Avec dessus collé un bon de réduction de $20 valable sur le prochain vol. Et il y a marqué « Thank you for traveling with us. We are so sorry for your guitar. $20 voucher on your next flight. It's on us. » Et alors, moi je vois ça, à peu près comme tout type normal dans cette condition, j'abandonne le type et je rentre chez moi. Et puis, je continue ma vie. Puis, 3 jours après, je reçois un email d'un ami et qui me dit « Regarde cette vidéo, c'est trop drôle. » J'ouvre la vidéo. Et puis là, j'ai un sentiment de déjà-vu sur le mec. Et je vois un type chanter une chanson sur YouTube à propos de sa guitare pétée par une compagnie aérienne. Qui s'appelle « Where is my guitar ?» Il raconte que c'est la guitare offerte par son père qui est mort, que c'est une guitare sentimentale, qu'il a été la foutre en soute, que je sais pas quoi, que sa vie est anéantie, qu'il va se suicider. La chanson est très belle. Mélancolique mais très belle. Et là, je vois 10 000 vues. Je me dis, marrant. 3 jours plus tard, je suis dans un cabinet d'avocats, en train de signer des papiers, et il y a une télé allumée avec Bloomberg. Et je regarde la télé, et je vois le PDG de la compagnie aérienne en train de filer une guitare à un mec en lui serrant la main. Et je dis au type, vous pouvez monter le son? Et là, la compagnie aérienne explique qu'ils ont offert un voyage illimité, gratuit au type toute sa vie, qu'ils lui ont remboursé sa guitare, qu'ils sont désolés, qu'ils ont trouvé la même guitare chez le même fabricant que son père avait. Bon, c'est pas la même guitare, mais on a payé un chasseur pour la trouver, et vraiment, ça se reproduira plus. Alors, j'aimerais qu'ensemble, on ait 2 minutes d'empathie pour le PDG de la compagnie aérienne. Ce type appartient à une génération, on lui a expliqué, qu'en faisant l'une des meilleures facs des États-Unis, il a sans doute fait une fac d'Ivy League, quelconque, Harvard, je sais pas quoi, en travaillant très dur, il aurait un très bon poste. Et après, dans le très bon poste, on lui a expliqué que s'il travaillait très dur, qu'il ne rentrait pas le week-end, qu'il ne voyait pas sa femme, qu'il ne voyait pas ses enfants, il monterait dans les hiérarchies. Puis après, on lui a expliqué que s'il tuait ses concurrents un par un dans une lutte politique sans merci, il aurait le poste suprême. Et là, il devient PDG. Et il gère les guitares. À mon avis, le mec doit se dire, je me suis fait arnaquer quelque part. Je ne sais pas ce qui a mal tourné où, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ce monde, mais le monde tombe sur la tête. Et je comprends qu'un type pareil, le premier jour quand on vient lui dire, monsieur, on a un problème, une crise sur les réseaux sociaux, le type doit rire.
Attendez, ça fait 30 ans qu'on maltraite les gens, personne n'est jamais venu se plaindre. Et puis d'un seul coup, c'est un peu comme avant une manif virtuelle de millions de gens, et le type vient et dit ils sont en train de brûler la baraque, notre action a perdu 20% en bourse, tout le monde se demande pourquoi on a agi comme ça. Ah, bon, on va lui offrir une guitare. Bon, les gars, plan de contingence, opération guitare. Non, mais je donnerais n'importe quoi pour être une souris dans la salle de réunion où les décisions ont été prises. Ça devait être fabuleux. Parce qu'à mon avis, les types devaient se sentir mais tellement perdus. Amenez le stagiaire qui nous montre la vidéo. Et c'est ça un changement de paradigme. Un changement de paradigme, c'est que d'un seul coup, le monde a switché, que les gens qui sont au pouvoir ne s'en rendent pas compte, et que chaque rencontre entre ce monde et le nouveau monde semble être sortie tout droit de la 4e dimension. Et c'est ça le phénomène qu'on a tous quand on voit une technologie. Et vous savez, ça va tellement de plus en plus vite. Moi, je racontais la blague que je ne comprends rien à Snapchat. Je ne sais pas si ici quelqu'un me dit Snapchat. Bon, j'ai abandonné l'idée de comprendre quelque chose. On a un ami à nous qui a investi 70 millions d'euros dans Snapchat. Je disais, putain, merde, ton argent est perdu. Bon, bah, toute évidence, son argent est pas perdu. Je ne comprends pas pourquoi, je ne comprends pas qui l'utilise, je ne comprends pas comment les gens l'utilisent. Et de toute façon, j'ai juste lâché l'affaire en fait. Je me suis dit, bon, bah voilà, c'est mon premier coup de vieux, on va vivre avec. Il y en a d'autres qui ont survécu avant, c'est pas très grave. Mais c'est pour vous dire à quel point les choses accélèrent, à quel point les choses sont là. Et la deuxième anecdote que je veux vous raconter, c'est que ce pouvoir s'exprime dans l'autre sens également. Et c'est le problème du numérique, et c'est le problème qu'on a tous vis-à-vis du numérique, c'est qu'aujourd'hui, la destruction, il y a une forme de destruction des consommateurs envers leur entreprise, mais il y a aussi une forme de destruction des entreprises envers leurs consommateurs. Les monopoles que ces sociétés sont capables de bâtir dans le monde sont une question qu'à peu près toute démocratie peut se poser la question. Ils sont plus gros que des États, ils gagnent plus d'argent que n'importe qui, ils sont capables de résister. Regardez, par exemple, l'affaire entre le FBI et Apple. C'est une affaire qui m'a fasciné. Parce que moi, j'ai dirigé une boîte qui avait ce genre de problème, où les services de secret débarquaient et disaient on a besoin des datas. Je peux vous dire, ils ne faisaient pas le malin. Je dis, ah bon, d'accord, alors quelle data? Vous voulez un café? En plus, quand vous appelez Oussama, vous avez tellement peur de finir à Guantanamo que vous pensez en rajouter 3 fois plus. Et là, le type, il y a le FBI, la Cour fédérale qui vient, qui dit je veux les datas, et le type dit non, vous les aurez pas, liberté. Et sauf que le type, il a plus d'argent sur son compte en banque que le gouvernement américain. C'est factuel. La cash balance d'Apple actuelle est supérieure au gouvernement fédéral américain. C'est pas une plaisanterie. Et en fait, ça, c'est aussi l'expression ultime de la démocratie. C'est l'expression ultime de la liberté. C'est le fait qu'aujourd'hui, l'État a perdu sa substance, puisque le pouvoir est également distribué et transféré entre les citoyens et l'État, mais également les citoyens et certaines de ces sociétés. On a donné certaines de nos libertés, on a donné certains de nos pouvoirs à des sociétés dans un contrat de confiance qui est équivalent au contrat social qu'on passe avec les États. Parce que ces superstructures, aujourd'hui, qu'elles soient étatiques ou privées, ce qui compte pour nous, c'est le service qu'elles nous offrent. Et ça, c'est quelque chose qui va dans toutes les sphères, qui concerne toutes les entreprises, et qui fait que tout, à toutes les échelles, est transformé. Alors vous allez me dire, mais en quoi ça me concerne? Alors je pense que c'est la question la plus intéressante. Ça vous concerne à 3 titres. Premier titre, en tant que citoyen, parce que vous avez un problème, tous, et si je peux faire une œuvre ce soir, c'est de vous convaincre d'arrêter de lire la presse et de chercher l'information en direct. Aujourd'hui, tout le monde dans cette salle a remis son devoir d'information à des journalistes qui sont plus dépassés que nous. Et ils le sont plus en tant que caste. Pourquoi? Parce qu'ils ont un modèle économique qui est fondé sur l'absence de temps. Ils sont tous sous une contrainte où ils n'ont aucun temps libre pour réfléchir, apprendre, et ils caricaturent à peu près tous les sujets. Il n'y a pas un sujet où je connais quelque chose et je lis dans la presse et je ne suis pas scandalisé. Donc j'ai arrêté de lire tous les sujets où j'y connaissais rien. Parce que se tenir informé dans un monde aussi facilement manipulable, c'est une honte. Et vous n'imaginez pas à quel point c'est un monde où tout le monde manipule tout le monde. S'il y a quelque chose qui sort dans la presse, vous pouvez être sûr que quelqu'un avait un intérêt que ça sorte.
Le monde de la presse d'investigation n'existe plus. Et les journalistes peuvent monter sur leurs grands chevaux, nous raconter ce qu'ils veulent, la presse va mal, etc. L'information ne disparaîtra pas si la presse disparaît. Ce qui va disparaître, par contre, c'est la mauvaise qualité journalistique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans ce monde-là, l'information est produite par les gens directement. Vous pouvez lire des blogs, le niveau des blogs et le niveau d'information par sujet qui est accessible, vous pouvez assister à des cours, vous pouvez avoir accès à l'information, et je pense que tout le monde, en tant que citoyen, a besoin de connecter avec ce train et de le prendre sérieusement. Pour deux raisons. Un, parce qu'on va tous vivre de plus en plus vieux, donc les changements de paradigme sont de plus en plus durs. Donc on vit dans une même vie, dans plusieurs paradigmes, et donc on a tous un devoir de transformation personnelle qui n'était pas un sujet avant. Avant, on pouvait se dire, on laisse le prochain paradigme à la génération d'après. Le problème, c'est que maintenant, à des âges de plus en plus élevés, on est actif. Ce qui est une bonne chose, ce n'est pas une mauvaise chose. Et ça vient avec une responsabilité qui est que forcément, rester à la page devient une responsabilité citoyenne et collective. Ça, c'est le premier sujet. Et ça vous concerne tous, parce qu'aujourd'hui, le niveau d'information de la presse par rapport à ces phénomènes est caricatural. Caricatural à un point que ça en devient fatigant. Et typiquement, aujourd'hui, l'information est disponible en direct auprès des universitaires, auprès des blogueurs, auprès des sources d'information qui sont de plus en plus fiables, parce qu'elles sont directes. Deuxième sujet, c'est que ça vous concerne économiquement. Pourquoi? Parce que vous êtes tous des chefs d'entreprise, et vous avez tous le problème d'avoir une entreprise traditionnelle qui doit vivre en même temps que des entreprises qui le sont de moins en moins. Et vous vous posez tous la question de comment survivre. Et moi, je l'ai à longueur de journée dans tous les APM où je vais, on pose toujours la question, qu'est-ce que je peux faire? Or, c'est une très mauvaise façon de poser la question. Si vous vous posez la question de comment faire pour maintenir le statu quo malgré le tsunami, c'est un peu comme si on était là en face d'un tsunami qui arrive, et vous me regardez et vous me dites, bon, alors, Oussama, c'est quoi le plan? Comment on va survivre? Eh bien, il y a une seule façon de survivre, c'est de surfer la vague. Alors, si un jour vous êtes pris dans un tsunami, vous allez dans une rue, dégagez, et vous essayez de vous faire porter le plus loin possible. Et on m'a offert un livre sur les 300 méthodes de survie dans 300 conditions extrêmes, c'est un livre fascinant. Parenthèse à part, ce tsunami, il ne va pas s'arrêter, ce tsunami, on ne va pas négocier, et aucun ministre dans le monde ne va le réglementer. Parce qu'il y a ce réflexe extrêmement français, où à peu près n'importe qui est concerné par la disruption se dit « Grand 1, ça n'existe pas »,« Grand 2, ça ne me concerne pas, ça existe, mais en fait, c'est pas pour moi », « Grand 3, c'est un scandale, allons parler au ministre, hein, on va pas laisser faire », « Grand 4, mais qu'est-ce qu'il est nul ce ministre, et comment on va faire ?» Grand 5, il faut des aides pour me faire survivre. Bon, ok, tu n'as pas été capable de les arrêter, par contre, tu vas faire raquer la collectivité pour me faire atterrir en douceur. Prenez les taxis. Les taxis, on leur a dit, les gars, il faudrait commencer à être sympa. Ils ont dit, non, on s'en fout. D'accord, les gars, il y a Uber qui arrive. Ouais, ça ne marchera jamais. Je les comprends, j'ai de l'empathie pour eux. Grand 3, Uber est là, les gars, c'est gros. Ouais, on va aller voir le ministre. Bon, bah, le ministre n'a rien fait. On va demander une taxe sur chaque course d'Uber pour payer nos retraites. Parce qu'il ne faut quand même pas déconner. Or, quel est le truc le plus intéressant avec la disruption? C'est que vous, moi, tout le monde ici, tout le monde partout, on est de mauvaise foi vis-à-vis de ce genre de phénomène. Par exemple, moi j'ai une blague récurrente avec notre équipe. Parce qu'évidemment, on a une équipe de gens très jeunes qui ont une perspective assez réduite. Et ils disent, ouais, je comprends pas, ils sont nuls, tous ces vieux. Vous savez, si un jour il y a un type qui vient et qui nous fait un fonds d'investissement en intelligence artificielle, vous serez tous au chômage et moi je serai énervé. Et vous pouvez compter sur moi pour venir expliquer que c'est pas pareil, que le côté humain manque. Que vraiment mon analyse, elle était particulière. Et comme n'importe qui concerné par une disruption, ça ne me fera pas plaisir. Et d'ailleurs, je peux vous raconter une anecdote personnelle que j'adore. À un moment, nous on a une société en portefeuille qui s'appelle Hitch, qui est une sorte de concurrent d'Uber, des taxis détestent, qui est devenu très très gros, qui fait des dizaines de milliers de trajets par jour. C'est 700 000 personnes qui l'utilisent à Paris, pour vous dire la taille de l'app. Et donc, un jour, on a essayé, je ne sais pas ce qui nous a pris, on a essayé de faire une réunion de conciliation. Et donc, il y avait des taxis, puis il y avait Hitch, puis il y avait nous, puis il y avait un représentant de je ne sais pas qui, puis il y avait des trucs, quoi.
Et alors, c'était horrible, parce que c'est le royaume de la mauvaise foi, vous avez des gens qui éructent. Puis vous, alors vous essayez de faire des raisonnements, des argumentations, etc. Puis la seule chose qui vous répondent, c'est oui, mais de toute façon, vous êtes des capitalistes avec des comptes au Caïman. J'aimerais bien. C'est un projet de vie, justement, c'est une ambition, mais toujours pas, désolé. Et à un moment, il y a une pause, alors je me dis, je vais essayer de détendre l'atmosphère, donc les gens vont boire un café et tout, puis moi j'ai le type en face de moi, on était fin juillet, je dis, ah, vous partez en vacances? Charmant, bah oui, quoi, vous me prenez pour un plouc, bon, décidément, on va pas y arriver. Et donc je lui dis, mais, parce que évidemment la perte qui revient, et je lui dis, alors, vous l'avez acheté dans quelle agence de voyage, votre billet d'avion? Le mec il me dit, mais bah non, vous l'avez acheté sur Expedia, c'est beaucoup moins cher. Les agents de voyage, c'est tous des voleurs. Alors, je dis, mais je sais pas quoi dire. Vous voyez l'ironie du propos? Il me dit non. Bon. Bah, c'est un peu ce que les gens disent sur les taxis. Eux, comment ça n'a rien à voir? Nous, c'est un métier, monsieur. Qu'est-ce qu'ils font, eux, à tapoter toute la journée sur leur ordinateur? C'est extraordinaire, cette mauvaise foi. Mais elle est naturelle, parce que les gens ont cette dichotomie en eux entre la volonté consommatrice que chacun a, qui est d'accéder au meilleur service, à la meilleure offre, au prix le moins cher, et le fait de se rendre compte, quand ça les concerne dans leur métier, des conséquences opérationnelles que ça a sur eux. Or, qu'est-ce qu'il a, ce tsunami de si bizarre? C'est que c'est complètement impossible de prédire quelle industrie sera concernée après. On est dans le pays des boules de cristal. Vous savez, parlant de ça, on a produit Jacques Attali. Je veux dire, c'est 45 livres pour expliquer pourquoi le livre en N-1 est faux. C'est 40 ans que ça dure. À un moment, les éditeurs vont finir par se dire, bon, bah non, en fait, mais non, ça continue, c'est comme les tubes de nostalgie. Et tout le monde veut être là à vous expliquer quelle va être la prochaine technologie, où le monde va, qu'est-ce qui se passe, comment tout ça va se transformer, est-ce que demain on aura des robinets ou est-ce qu'on n'aura plus de robinets, comment fonctionneront les lampes, comment fonctionneront pas les lampes. Or, la vérité, c'est que personne ne sait rien. Personne. Je veux dire, avant, on avait une sorte de vision dans le monde parce qu'il y avait des forces linéaires qui nous portaient, donc on pouvait prédire à 5-10 ans ce qui allait se passer. Mais on est rentré dans un monde qui est exponentiel, c'est-à-dire qu'on est incapable de savoir où sera la prochaine révolution. Elle est peut-être concerne notre industrie, peut-être qu'elle ne concerne pas, et comme elle est devenue complètement hasardeuse au sens le plus quantique du terme, c'est-à-dire phénomène qu'il est impossible de prédire, vous ne pouvez faire qu'une seule chose dans votre vie, c'est réagir. On n'a plus son destin en main au sens où on peut s'asseoir et se dire voilà mon plan de vie pour 30 ans. On ne peut plus faire ça. La seule chose qu'on peut faire, c'est se lever le matin et se dire aujourd'hui, voilà les conditions météorologiques et voilà comment je vais vivre. Et c'est très dur parce qu'on a tous appris dans notre éducation que ce qui faisait l'intelligence, c'était la prédiction. Ce qui, au passage, est un truc très contre-naturel. Si les humains ont survécu pendant très longtemps, c'est dans leur capacité de réaction, pas de prédiction. Si nos sapiens ancestraux étaient dans la forêt et disaient bon, aujourd'hui on ne chasse pas, et quand ils sont attaqués par un loup, ils disaient ah non les gars, non, on a dit qu'aujourd'hui on ne chassait pas, retourne, demain tu reviens. Ils seraient tous bouffés quoi les mecs. Et donc il faut revenir à cet état d'esprit un peu violent, un peu tribal. C'est pour ça qu'à ce famille on parle des barbares attaques, parce qu'il y a quelque chose qui résonne dans le fait qu'aujourd'hui on doit tous vivre comme des vikings. D'ailleurs, je vous encourage à tous regarder la série Viking, qui est la série la plus entrepreneuriale que j'ai jamais vue. J'ai découvert ça cet été, non, je vous assure, c'est incroyable. Vous imaginez qu'il y a des types qui sont pauvres. Vous savez pourquoi les Vikings vont sur les terres et font des raids? Parce qu'ils n'ont pas d'agriculture. Leur terre est trop aride pour cultiver, et donc leur seule chance de survie, c'est d'aller voler chez l'autre de quoi subvenir l'hiver. Or, les Vikings ont cette incroyable caractéristique entrepreneuriale de se dire on va aller conquérir des terres qu'on ne connaît pas. Et c'est ça l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est cette pulsion face à l'absence de choix qui fait qu'on arrive dans des terres inconnues et on se bat pour gagner parce qu'on n'a pas d'autre choix que de gagner. Parce que c'est une question de survie. Et ce qui avant concernait une minorité de gens va concerner une majorité de gens. Comment on va gérer cette transition?
Comment on va faire pour que tout le monde comprenne ça? Comment on va vivre dans une époque où il va falloir tous être entreprenants à défaut d'être entrepreneurs? Ça, c'est un grand mystère. Je n'ai pas de réponse là-dessus. Mais au moins, si vous comprenez que le monde n'est pas en train de changer, mais que le monde a déjà changé, qu'il y a deux réalités qui s'entrechoquent, et que ces réalités sont, comme la physique classique et la physique quantique, des univers qui n'ont pas du tout les mêmes règles, au moins vous aurez un avantage comparatif. Au moins vous pourrez définir quelque chose qui sort de l'ordinaire, et au moins vous pourrez agir vis-à-vis de ces phénomènes. Merci beaucoup. C'est le moment des questions. Bon, comme la première est toujours difficile à trouver, on va passer à la deuxième question tout de suite. Voilà, j'en ai une. Oui, alors moi je peux vous demander... Juste présente-toi. Larinka, vas-y. Bonjour, Larinka. Je suis dans le club de Dominique Gallo depuis 2 ans, 3 ans. 3 ans. C'est bon, tu peux enchaîner les mains. Allez, je peux enchaîner. Non, je ne vais pas vous demander que faire parce que la question, je me la pose tous les jours et l'angoisse par rapport au changement, je l'ai, et ça c'est mon problème. Je vais vous poser une autre question parce que pour l'agréation, j'ai bien compris. Non, je vais vous poser une question qui nous concerne tous, mais peut-être à notre titre. À côté de ça, moi je suis mère et donc j'ai un enfant en bas âge. Je suis un petit fait tard, donc j'ai un enfant en bas âge. Et là, je ne peux pas réagir. Je suis un peu dans la prévention quand même. Il faut que j'anticipe un petit peu. Et donc, quand vous avez dit, oui, le PDG de cette entreprise aérienne, je ne sais pas quoi, avait fait de super bonnes écoles, ben moi, bêtement, j'aimerais bien que mon fils, qui rentre au CE1, mais bon, quand même, justement, j'aimerais bien qu'il fasse des bonnes études, parce que moi, je suis dans 71 et qu'à l'époque, on m'avait expliqué que c'était ce qu'il fallait faire. J'aimerais bien qu'il ait une bonne culture. Voilà, j'aimerais bien qu'il y ait plein de choses autour parce qu'on m'a aussi appris que c'était important pour lui. Et mon fils va grandir, il va grandir dans un monde où je ne sais pas du tout ce qu'il sera. Les gens qui naissent, on le sait aujourd'hui, lorsqu'ils auront 20 ans, les 3 quarts, les 80% de ce qu'ils vont utiliser n'ont pas été encore inventés, on le sait. Donc, comment est-ce que moi, en tant que mère, en plus que chef d'entreprise et tout le reste, je peux le préparer parce que là j'ai besoin d'être dans la prédiction et la prévention. Une très bonne question, je n'ai pas de réponse magique. D'ailleurs, je pense que la façon de se poser le problème comme ça, c'est la pire façon d'y répondre. Non mais je vous dis parce que en fait, les enfants ont un avantage comparatif sur nous. C'est que pour quelques années, ils ont quelque chose qui s'appelle la plasticité cérébrale. Alors, les gens la gardent plus ou moins longtemps, plus ou moins bien, et on n'en profite pas assez quand on est parent de profiter de ça. Donc, moi, si j'avais des enfants, c'est ce que j'ai souvent fait avec mes neveux et nièces, je serais plus obsédé par leur apprendre à apprendre que plutôt que de leur donner le moindre savoir quelconque. Je pense que la capacité à apprendre est beaucoup plus importante dans le monde qui vient que n'importe quelle autre capacité. Or, pour apprendre à apprendre, il faut faire 3 choses. La première chose, c'est qu'il faut les détacher de l'école. Et ça, il faut assumer d'entrer en rébellion contre l'école. Tous les enfants de cette génération qui ne sont pas en rébellion contre l'école, dans 20 ans, vont payer un prix hallucinant. Et d'ailleurs, c'est eux les nouveaux prolétaires, je vous le dis. Les nouveaux prolétaires, c'est les premiers de la classe actuelle. Et j'aurais pas de mot plus dur, parce que l'école est responsable d'un retard de développement humain qui est catastrophique. Je vais vous donner un exemple, qui est quelque chose que vous devriez susciter chez votre enfant, parce qu'en plus, ces dernières années, on est tous avec quelque chose qui s'appelle le divergent thinking. Le divergent thinking, c'est quoi? C'est la capacité à imaginer un usage réel à un objet donné. Je vais donner un exemple tout bête. Prenons un trombone. Ça sert à quoi un trombone? Ça sert à clipper des feuilles. Ok. Maintenant, si je vous dis, ça peut servir à quoi d'autre? Eh bien, avec un peu d'imagination, vous pouvez vous dire, si je mets plusieurs trombones ensemble, ça fait un bracelet. Ah, si j'en mets encore plus, ça peut faire une ceinture. Ah, si je tords le trombone, ça peut faire un hameçon pour une canne à pêche. Etc. etc. Ça s'appelle le divergent thinking. Dans les années 80, on a fait des tests sur les gens.
pour déterminer qu'est-ce que ça voulait dire d'être un génie en divergent thinking. Vous savez comment on évalue le QI ou tous ces trucs-là? C'est très simple en fait. On prend 10 000 personnes, on leur fait passer le même test, on prend celui qui a 20 sur 20 et on dit, lui, il a 200 de QI par exemple, ou 200 de divergent thinking. On prend celui qui a 0 sur 20, on dit qu'il a 70 pour pas le vexer. Et ensuite, on trace une échelle logarithmique pour que les pas soient de plus en plus impressionnants. Pourquoi? En prévision du fait qu'un jour, peut-être un mec atteindra 200 ou 300, etc., et qu'il n'est pas dans la salle. Et donc, pour prévoir les phénomènes qui sortent de l'ordinaire, c'est pour ça que la distance entre 145 de QI et 160 de QI, elle est beaucoup plus importante qu'entre 140 et 130. Parce que c'est logarithmique, donc chaque pas compte plus que le précédent. C'est comme, par exemple, l'échelle de Richter dans un tremblement de terre. Si on vous dit tremblement de terre, il est de 6.1, c'est infiniment plus fort que 5.8, qui est infiniment plus fort que 5.2, etc. Parce qu'on ne veut pas terroriser les gens en disant, sur l'échelle de Richter, le tremblement de terre était de 25 000. Quoi? Non, non, c'est simplement pour rendre ça dans une échelle qui est appréciable. Alors, le divergent thinking, c'est un truc qu'on utilise en entreprise, par exemple si vous allez travailler chez L'Oréal au marketing. Vous passez un test de divergent thinking. Et puis, dans les années 90, l'inventeur du divergent thinking, il a eu un thésard. Et alors, le thésard, il cherchait un sujet de thèse. Il s'est dit, putain, sur quoi je vais travailler? Et il a dit, bah, je sais ce que je vais faire, je vais tester le divergent thinking chez les gosses. Et donc, il est parti dans les classes, une maternelle, et il a fait passer des tests de divergent thinking aux gosses. Et alors là, surprise, le pire gosse, il a 197 sur 200. Donc le gosse le plus attardé de la classe, qui a le plus de mal, qui ne comprend rien, il a un divergent thinking hors norme. Alors il revient voir son prof, il fait ouais, ton truc il marche pas. Je sais pas où c'est que tu as fait tes tests, mais là j'ai été dans une école maternelle. Alors le prof se dit mais attends, c'est pas possible. Puis ils vont dans une autre classe, et une troisième classe, et une quatrième classe. Et à chaque fois, de façon systématique, le même test. Puis à un moment, les types se disent putain, on va faire un truc, on va prendre la même classe, et on va la suivre 10 ans. On va faire une étude longitudinale. C'est-à-dire que tous les ans, on va faire passer le même test à tous les gosses. Qu'est-ce qui se passe au bout de 10 ans? Eh bien, la même distribution que dans la population. C'est-à-dire qu'en 10 ans, l'école arrive à réduire le divergent thinking des gens par 3. Et qu'il y en a un à peu près dans la classe qui arrive à survivre avec un divergent thinking au-dessus des autres. En général, c'est le mec un peu bizarre, ou la fille un peu bizarre. Et puis tous les autres, leur divergent thinking s'écroule à une vitesse folle. Pourquoi? Parce que l'école est faite pour ça. L'école est une invention inhumaine de l'ère industrielle pour rendre les gens productifs. L'école, c'est pas un truc qui est adapté à notre économie numérique. Vous voulez un exemple? Vous avez qu'un enfant? Moi, je viens d'une famille de 7 enfants. Ma mère a une blague très drôle. Elle dit, je ne comprends pas pourquoi on classe les enfants par année de fabrication. Pourquoi on classe les enfants par année de fabrication? Si vous avez plusieurs enfants, vous savez que la caractéristique la moins proche entre deux enfants, c'est l'âge. Moi, quand j'avais 7 ans, je faisais les cours de compta de ma soeur. Quand on avait 16. Ouais, c'est comme ça. Vous voulez que je vous raconte mon quotidien à l'école? Moi, j'ai toujours cherché la présence de gens beaucoup plus vieux que moi. C'est comme ça. À côté de ça, j'ai un frère, encore aujourd'hui, il ne ferait pas les cours de compta de ma soeur. C'est comme ça. On a des différences. Par contre, c'est un très grand sportif, et puis je ne tiendrai pas 10 minutes face à lui, etc. C'est-à-dire que la génétique étant très diverse, on a tous une sorte de palette de talents très différente, et l'école n'est pas une institution de développement des talents, l'école est simplement une institution de sélection des gens qui cadrent avec le système. Et c'est où que la blague s'arrête? C'est qu'avant, c'était sympa de former, c'était sympa de cramer 180 000 personnes par an pour former 400 polytechniciens. C'était très cool, ça marchait. Maintenant, ça marche plus. Parce que d'un seul coup, on se dit, non mais attends, en fait, c'est pas d'eux dont on a besoin d'une diversité qu'on ne connaît pas. On a besoin de revenir à un état naturel. D'ailleurs, on a une entrepreneuse chez nous qui s'appelle Céline Alvarez, je vais vous offrir son livre, donnez votre adresse et je vous l'offrirai, qui s'appelle Les lois naturelles de l'enfant. Vous devriez lire ce livre, à mon avis, ça va beaucoup changer votre perspective. Donc déjà, vous avez le problème avec l'école. Le deuxième problème, c'est que pour apprendre à apprendre, il faut admettre des choses qui ne font pas plaisir à la plupart des parents. Moi, souvent, quand je donne des conférences, les gens viennent voir à la fin et me disent « Bon, bah, ça m'embête, hein, mais bon, je pense que je vais laisser l'ordinateur dans la chambre d'outils. »
Parce que une éducation, une bonne éducation, c'est une éducation où on limite l'Internet, on limite la télé, on limite les jeux vidéo, on limite tout ça. Puis quand ils me voient sur scène où je leur explique que ce qui a fait ma vie, c'est justement d'avoir une mère qui n'a jamais limité ça et que j'ai commencé à programmer à 12 ans, et voilà, et les types se disent « Ah, merde, peut-être que j'ai raté un truc ». Or, quel est le problème vis-à-vis de ça? C'est un problème de contrôle. Le problème de contrôle, c'est qu'on ne peut plus, comme avant, projeter d'ambition dans son enfant. Pourquoi? C'est tout bête à comprendre. Dans les années 60, vous pouvez projeter de l'ambition. Le monde des années 80 n'est que le monde des années 60 avec 20 ans de plus. Donc le monde dans lequel vous avez fait vos études est un monde dans lequel vous pouvez donner de l'information à la génération d'après. C'est bien mon problème, c'est que je vois bien que je ne peux pas plus tard. Et bien donc, c'est pas un problème, c'est une libération. Mais bien sûr, parce que si vous vous détachez de ça, vous pouvez vous concentrer sur la seule chose qui compte, c'est qu'est-ce qui lui fait plaisir à lui. Au lieu de vous projeter sur le modèle qu'on vous a imposé à vous, qui était que le canon de réussite était A, vous pouvez vous dire, étant donné que le canon n'existe plus, bah, tout est un peu une réussite et rien n'est une réussite. Et si tout est une réussite et rien n'est une réussite, la seule chose qui compte, c'est son individualité. Et c'est pour ça que je parlais de la victoire de l'individualisme, parce qu'on ne peut plus se comparer, parce qu'il va falloir apprendre aux enfants, et c'est le troisième point, il faut leur donner confiance en eux, et il faut leur apprendre à ne plus se comparer. Vous savez, les sociétés évoluent et les sociétés avancent le jour où la diversité n'est plus vue comme une comparaison. Si la génétique fonctionnait comme la société humaine, on serait dans la merde. Parce que les gènes seraient tous à chercher le gène tendance du moment. Or, comment ça se passe quand on fait un enfant? Bah, la moitié des gènes du père se mélangent avec la moitié des gènes de la mère. Et vous savez ce qui est très drôle dans la nature? C'est l'ARN messager. Vous savez ce que c'est l'ARN messager? L'ARN messager, c'est ce qui encode l'ADN et qui réplique l'ADN dans votre corps. Et vous savez ce que l'ARN messager a comme fonction? Elle a une fonction aléatoire inscrite. Elle est programmée pour faire une erreur de temps en temps, de façon systématique. De façon systématique, elle introduit une erreur, et alors 99, là en ce moment même, votre ARN messager produit des erreurs. Et 99% des mutations, 99,9% des mutations n'ont aucun effet. Puis de temps en temps, il y a les yeux bleus qui apparaissent. Puis de temps en temps, il y a, je sais pas, les orteils. De temps en temps, il y a des trucs. Et ces mutations, ensuite, rentrent dans les gamètes, vont dans les cellules sexuelles et se reproduisent de génération en génération. Mais si la nature a inscrit le hasard et le chaos à ce point dans son fonctionnement fondamental, c'est pas pour que nous, après, on vienne et qu'on dise bah, « tu seras ça ». Parce qu'en fait, on n'en sait rien. Il faut juste admettre l'idée que le champ de perspective de n'importe quel enfant aujourd'hui sur Terre est infini, dans tous les sens du terme. Et que leur donner une leçon de bonheur, c'est beaucoup plus dur que leur donner une leçon de réussite sociale. Parce que forcément, c'est pas quantifiable. Forcément, ça veut dire que ça repose sur eux-mêmes et pas les autres. Et forcément, ça veut dire qu'il n'y a pas de diplôme à la fin. Vous ne pouvez pas inscrire un cadre sur le mur et dire « je suis heureux ». Plus possible. Avant, vous pouviez faire ça. Vous aviez la maison, le chien, les enfants, voilà. Fini. Et d'ailleurs, s'il y a des gens qui devraient comprendre ça, c'est les gens dans cette pièce, parce que tous les gens de cette génération qui ont été entrepreneurs ont eu cette cassure avec la société. Parce qu'il y a 20 ans, être entrepreneur, ce n'était pas la blague actuelle. Parce qu'aujourd'hui, parlons-en, j'en suis un des grands responsables. L'entrepreneuriat est devenu un truc rock'n'roll. Je veux dire, moi, c'est mon métier de rendre l'entrepreneuriat glamour. Je n'ai pas de honte avec ça, je le vis très bien. Mais je reconnais aussi qu'il y a une époque où quand les mecs mettaient leur maison en caution et mettaient leur vie en caution pour faire une boîte, c'était autre chose que de passer 3 mois dans un incubateur à faire le cake. Mettons les choses en perspective. Donc, forcément, ça, cette génération de pirates devrait être la première génération à bien comprendre que leurs enfants n'ont pas besoin du modèle qu'eux-mêmes ont subi. Puisque l'histoire n'est faite que de cassures. Qui a envie de... Voilà, je t'en prie. Bonsoir Oussama, Sébastien, Club Marseille-Cassis. Du coup, dans ce nouveau modèle, quelles sont les qualités requises? Parce qu'aujourd'hui, moi j'ai l'impression qu'il n'y a plus tellement de notions nécessairement ni de travail, ni de mérite, ni de bonnes études. Tu accompagnes beaucoup de boîtes, tu ne sais pas laquelle va marcher, tu dis régulièrement, les entrepreneurs non plus. Enfin, qu'est-ce qu'il faut finalement comme qualité, à part jouer au dos? Nous on dit que la qualité de notre époque, c'est le courage.
et qu'on est en train de... Moi, j'y crois beaucoup à ça. Le courage, c'est la qualité fondamentale de l'espèce humaine. Alors, si vous voulez lire un livre fabuleux là-dessus, c'est Sapiens. C'est une autre grande lecture de l'été que j'ai adoré. C'est un type qui se dit, je vais faire une histoire de l'humanité de Néandertal jusqu'à nos jours. Rien que ça. Et il y a une phrase qui m'a percuté parce que c'est un truc qu'on répète et qu'on répète et qu'on répète à longueur de journée à The Family. C'est qu'on explique que la matrice de toutes les qualités dans notre époque contemporaine, c'est le courage. Pourquoi? Parce que le courage, c'est la qualité qui vient avant toutes les autres. C'est facile d'être honnête tant qu'on n'a pas une tentation d'être malhonnête. C'est facile de dire aux gens ce qu'on pense tant qu'on est anonyme. C'est facile de faire ce qu'on a à faire tant qu'on est protégé. Mais ce qui fait la différence entre les gens qui vivent dans ce paradigme et les autres, c'est justement les gens qui s'exposent, et les gens qui s'exposent, c'est par le courage. Or, dans ce livre, Sapiens, il y a cette phrase que j'adore, où il explique que le courage est l'une des premières qualités humaines reconnues par la société. Pourquoi? Parce qu'avant l'honnêteté, la générosité, l'empathie, etc., comme on est dans un état de survie permanent, en tant que chasseur-cueilleur, la différence, elle est entre celui qui saute sur le mammouth pour tuer le mammouth et les autres, qui restent et qui disent « ouais, plus tard ». Et qui acquiert du pouvoir et qui acquiert des choses, c'est celui qui justement est monté sur le mammouth, c'est celui qui a poussé le dernier mètre, c'est celui qui est monté dans la montagne. Et on avait oublié au XXe siècle à quel point le courage devait être l'alpha et l'oméga de toute chose. Prenez n'importe quel sportif de haut niveau, il vous expliquera que ce qui fait la différence à la fin, c'est le courage. C'est le courage de pousser un peu plus l'entraînement. C'est le courage de travailler encore plus dur. Parce que tout ça revient à la fin à simplement exprimer son courage. Or, le problème, c'est que le courage, on ne travaille pas. Le courage, on ne le modélise pas. Le courage, on ne le formalise pas. C'est quelque chose de flou qu'on ne se représente pas. Or, moi, ma théorie, c'est qu'on peut apprendre à être courageux. On peut apprendre à prendre des risques. On peut apprendre à changer son mental dans le courage. Parce que, comme notre instinct de survie est tellement fort, le courage est la qualité la plus contre-intuitive. Et d'ailleurs, ça se voit dans les sports, intuitif et pas intuitif. Courir, c'est intuitif. Je veux dire, est-ce que vous connaissez des gens dans le monde qui sont coachs en course? Vous connaissez un type qui dit « Ah ouais, je vais voir mon coach en course ». Non, parce que les gens se disent « Soit je cours, soit je cours pas ». Par contre, prenez un sport comme le golf. Le golf, c'est hyper contre-intuitif. Moi, je fais des sous-marins, d'avoir des Non, non, vous êtes... Moi, j'ai quand même besoin d'entraîneur. C'est autre chose, vous avez besoin de sociabilité. Mais vous n'avez pas un type qui vous regarde les pieds et qui vous dit que vos foulées sont bonnes. Voilà. Donc, si vous êtes la première, ça m'intéresse. Mais je n'ai jamais vu encore un type courir à côté de l'autre et dire oui, c'est bien là. Bon, celui plus à droite, un peu plus à gauche. Non, non, les gens courent. Ok, il y a des gens qui ont besoin d'être poussés à courir. Ça, la sociabilité, c'est autre chose. Mais prenez le golf. Le golf, c'est un geste complètement contre-intuitif. Votre corps n'est pas fait pour un swing de golf. Hein. Il n'y a pas une fonction génétique qui a été programmée pour swinguer. Donc, quelle est la seule façon d'apprendre le golf? C'est de travailler, de travailler, de travailler. Et il y a une histoire dans le golf que j'adore, c'est l'histoire de Tiger Woods. Tiger Woods était 6e ou 7e mondial. D'accord? Combien on gagne au 6e ou 7e mondial au golf? 1 million par an, 2 millions par an? On est dans ces environs-là, on est dans les 7 chiffres. Un jour, il y a un coach qui vient le voir et qui dit « Tu sais, mon vieux, tu ne seras jamais premier mondial. Jamais, c'est impossible. Tu peux travailler autant que tu veux, tu n'y arriveras pas. » Tiger lui dit « Pourquoi ?» Il dit « Parce que ton swing, il est mauvais. La seule façon de pouvoir le changer, c'est de le désapprendre. » Comment on désapprend? En plongeant dans le classement. Et donc, moi, ce que je t'offre, c'est pas de progresser, c'est de plonger dans le classement à un tel point que tout le monde t'aura oublié. Et dans 3 ans, tu vas remonter avec un nouveau swing et tu seras premier mondial et tu seras le golfeur le plus légendaire. Je te le dis. Qu'est-ce qui se passe ce jour-là quand vous avez cette offre? Comment? T'as mal à la tête. Et qu'est-ce qui fait la différence? Le courage. Et c'est ce qui fait qu'on entreprend. C'est cette capacité qu'on a à croire que même si ça ne marche pas, ça aura valu le coup d'essayer. Quand on saute sur un mammouth en courant ou quand on plonge dans le classement, à la fin, c'est exactement le même mécanisme de vie. C'est la différence entre les gens qui préservent leur entité et les gens qui sont intéressés par leur gloire.
Et si tu regardes aujourd'hui la seule chose qui reste, moi, par exemple, je pense que faire des grandes études est encore très utile. Je dirais, on a plein de choses à apprendre à l'école. Les types qui disent que ça sert à rien d'aller à l'école, moi j'ai jamais compris. Il y a plein de choses à apprendre à l'école. Ce que je dis, c'est que aller à l'école ne suffit plus. C'est différent. Et pourquoi? Parce qu'il faut avoir le courage de reconnaître que c'est pas parce qu'on a travaillé 2 ans pour entrer dans une bonne école en prépa que sa vie est faite. Et c'est peut-être la différence entre une culture très française où quand tu arrives dans une grande école, la première chose qu'on te dit, c'est « You are the cream of the cream », parce que maintenant on parle anglais dans les grandes écoles françaises, avec un accent comme ça, « You are the cream of the cream ». Et véridique, hein, premier jour, Normal Sup, réunion des élèves, directeur de Normal Sup dit « You are the cream of the cream ». Je m'en mettrai jamais. Jamais. J'ai encore cette image en tête, je me dis, mais c'est qui cet abruti, quoi. Et aux US, au premier jour à Stanford, tu as Steve Jobs qui vient de voir, qui dit, parce que tu es à Stanford, tu dois être un auteur. Oh putain. Moi j'avais des copains à Stanford qui me disaient, je déteste être à Stanford. Je dis, ah bon, pourquoi? Parce que tout le monde te pète les couilles pour savoir comment tu vas être grandiose. C'est horrible, la pression est horrible. Mais c'est une société beaucoup plus saine, où on dit, parce que tu as accès à cette faveur, parce que tu as accès à être élite, maintenant, you need to give back. You have to give back to society. Et c'est ce discours-là qui manque dans la société française. Et c'est pour ça qu'aux États-Unis, on juge les gens pour ce qu'ils font, et pas pour qui ils sont. Et c'est pour ça qu'on a cette obsession franco-française de qui ils sont. Je vais vous raconter une anecdote drôle. J'ai interdit à The Family, à qui que ce soit, de dire dans quelle école il est, quelle école il a fait, et quelle étude il a fait en job interview. C'est interdit. On efface les CV avant de présenter les candidats. On ne regarde jamais un CV pour embaucher quelqu'un. Jamais. C'est pas une blague, hein, on l'a vraiment fait. Aujourd'hui, on est une équipe de 40. Et cet été, on a décidé de regarder qui avait fait quoi. Alors, on a 7 HEC. On a 2 Harvard. On a 5 autodidactes qui ont bien caché ces autodidactes. Et on a une grande diversité d'écoles sur le reste. On a 3 polytechniciens et une grande diversité d'écoles. Vous voyez comme c'est drôle. Parce que les gens, quand vous tenez ce genre de discours, ils sont là, ah ouais, je vais pas prendre de HEC, je vais apprendre de polytechnicien. Mais bien sûr que si, il y en a des très bons. Mais on les a jamais pris parce qu'ils étaient polytechniciens. On ne le savait même pas. On les a pris parce qu'ils étaient bons. Or, leur chemin à eux a été de passer par Polytechnique. Le chemin du type d'à côté a été autre chose. Mais quand on valorise l'individualité plus que l'histoire de société, et ben c'est là où le courage peut apparaître. Oui. Romain Giraud, près de Marseille-Syntex. On a une. Moi j'ai une question par rapport au contrat social que les citoyens ont maintenant avec les sociétés. C'est un concept qui m'interpelle. Par exemple, Google, au hasard, on ne verra jamais une vidéo YouTube des micro-transactions, des micro-services qui nous rendent tous les jours. Quelqu'un qui va aller prendre le capture d'écran en disant le lien sponsorisé m'a trompé. On ne va pas avoir, enfin je ne pense pas qu'on puisse détruire le modèle de Google avec cette démocratie. Sais-tu pourquoi? Je ne sais pas encore, mais ce que je voulais demander, c'est dans quelle mesure il y a une diabolisation de tous ces géants net qui est faite, dans quelle mesure on est sur j'ai bien compris, hein, le modèle est en train de bouger, donc forcément ça fait réagir, souvent négativement, mais à quel moment on n'est pas quand même en train de vivre, qui seront les garants quand même, qu'on n'est pas en train de voir l'émergence d'un Big Brother, parce qu'il y a c'est une très bonne question. Alors, il faut appeler 3 concepts. Le premier concept, c'est celui de la servitude volontaire. Toutes les servitudes sont toujours volontaires. C'est quelque chose qu'il faut... C'est très dur de se l'imaginer, mais à la fin, aucun dictateur du monde ne peut résister à une foule de 10 000 personnes. C'est pas possible. Pourquoi une dictature tient? Une dictature tient parce qu'un dictateur asservit un petit groupe de gens en échange de la promesse de pouvoir en asservir plus, qui eux-mêmes asservissent à leur tour plus de gens, et ça crée une fonction géométrique où, parce que tout le monde est complice quelque part de cet asservissement et de ce chaînon d'asservissement, que l'asservissement tient. C'est comme ça que toutes les dictatures tiennent. C'est toujours magique de se dire comment un type a pu tenir un pays entier. Le type il tient le pays entier, c'est pas parce qu'il a l'armée et la police, c'est parce que tout le monde dans le pays est complice de cette chaîne d'asservissement.
Or, dans quelle mesure les dictateurs tombent? C'est quand la chaîne d'asservissement ne paye plus. D'ailleurs, si vous regardez la triste histoire de l'humanité, pourquoi les dictatures tombent toujours? Parce que économiquement, elles ne sont pas tenables, ça coûte trop cher. Comme la chaîne d'asservissement est une horreur économiquement, il y a toujours un moment où en bout de chaîne, ça finit par plus payer, puis ça remonte. Avec la force contraire. Vous avez les révoltes, la révolution. Donc, si tu acceptes cette idée, alors c'est pas de moi, hein, c'est un type qui s'appelle de la Boétie, il avait 17 ans quand il a écrit ce livre, et que tu comprends qu'en fait les sociétés humaines ont un intérêt dans cet asservissement, il faut comprendre maintenant l'asservissement qu'on a vis-à-vis de Google. Il y a quelque chose de fabuleux avec les données personnelles. Les données personnelles, c'est quelque chose dont tout le monde s'en fout, personne ne veut l'admettre. Tout le monde s'en fout. Je veux dire, des gens qui ont vraiment une conscience de leurs données personnelles et qui veulent garder leur vie privée secrète, c'est dans notre époque aussi courant que les nostalgiques qui ne veulent pas lire de livres imprimés en poche. Parce que le format Quattro est quand même le seul format de lecture qui existe. De la même façon que les gens, quand l'imprimerie est venue, il y a tellement de gens qui se sont plaints en disant que ce ne sera jamais la qualité d'un livre calligraphié par un moine, copiste pendant des années. Il n'y a personne ici qui se fait un bouquin le dimanche calligraphié. Mais pendant longtemps, il y avait des mecs comme ça, qui étaient dans le truc. Pourquoi? Parce que toute innovation suit une courbe qui est toujours la même, qui est une sorte de cloche, où au tout début de cette cloche, vous avez les hardcore. C'est par exemple, tiens, on va jouer un petit jeu. Qui ici a eu le premier iPhone? Le premier iPhone? Personne? Ok. Qui ici a eu... Ouais, j'en étais sûr. Je t'ai regardé parce que je savais que... je me suis dit, tiens, je me suis fait arnaquer. Donc voilà. Donc vous avez notre évangéliste. Les évangélistes sont les gens qui acquièrent quelque chose sans aucune garantie. Ils n'ont ni besoin de garantie, ni besoin de promesses, ni besoin de rien. C'est les gens qui achètent. Puis ensuite, vous avez les early adopters. Alors qui ici a eu la deuxième génération d'iPhone? Forcément, vous êtes deux, ok. Maintenant, qui a eu la troisième génération d'iPhone? Levez haut la main. Et maintenant, qui a un iPhone dans la salle? Ou un smartphone, Android, ouais, non mais ça marche aussi. Tout le monde. Vous voyez, cette courbe d'adoption, c'est toujours la même. Or, à la fin de cette courbe d'adoption, donc il y a les évangélistes, les early adopters, l'early majority, la late majority, et il y a des jet-laggés. Les jet-laggés, c'est quoi? C'est les types qui vont aller acheter un téléphone à touche parce que plus aucune boutique ne vend un téléphone à cadran. Et ça les emmerde, ils sont en rébellion, mais qu'est-ce que tu veux faire? C'est plus possible ça. La prise ne marche plus, etc. Donc ils vont acheter un téléphone à touche. Or, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que tu prends un Google, personne, déjà j'ai ce chiffre complètement dingue qu'une personne sur deux ne sait pas qu'il y a de la pub sur Google. Un utilisateur sur deux ne sait pas qu'il y a de la pub sur Google. Et sur les utilisateurs qui restent, combien d'entre eux sont gênés qu'on lise leurs emails pour les cibler avec de la pub? 1%, 2%, 3%. Et donc, comme dans toute dictature, aujourd'hui, la chaîne d'asservissement étant volontaire, aucune chance que le monopole tombe. Aucune. Je peux te raconter une anecdote où mon associé s'appelle Nicolas Collin, il a écrit le rapport Collin et Collin sur la fiscalité numérique pour essayer de taxer Google. Pendant des mois, il a reçu des emails d'insultes de gens qui lui disent « taxe totale, pas Google, connard ». Et les gens rentraient dans des hystéries à l'idée que leur Google puisse être touché. Et ça, c'est le troisième phénomène, c'est le phénomène de contrat social. C'est que c'est réellement un phénomène de contrat social au sens de Rousseau, au sens où ces organisations, comme elles n'ont pas de frontières, comme elles n'ont pas de limites, comme elles fournissent la même chose partout, on a une relation avec elles qui est une relation organique, politique, étatique. Et pour moi, la meilleure histoire, c'est l'histoire Instagram, où, je ne sais pas si j'ai un tableau, mais la courbe des utilisateurs d'Instagram, c'est une courbe assez drôle, parce que elle fait comme ça, et il y a un gros accident. Là, il y a eu une chute de 20%. Et l'histoire, elle est géniale parce qu'elle est symptomatique de ce contrat social. Instagram, un peu comme toutes les boîtes de cette génération, est dirigée par quelqu'un de jeune. Et les gens de cette génération ont parmi leurs caractéristiques d'être assez peu touchés par le légal et le légalisme.
C'est-à-dire qu'il faut quand même comprendre qu'il y a une génération qui est tellement éduquée, parce que c'est l'une des générations les plus éduquées de l'histoire. Alors, modulo la courbe entre ceux qui sont très éduqués et ceux qui ne le sont pas du tout, mais en proportion et en volume et en valeur absolue, il n'y a jamais eu autant de gens extrêmement éduqués vivants. Or, qu'est-ce qui se passe chez les gens éduqués? C'est que leur distance à la loi est toujours distanciée. Pourquoi? Parce que plus ton niveau d'éducation est élevé, plus tu as de distance avec la règle. Parce que plus tu te sens légitime à interpréter la règle. C'est pour ça que ces startups ne suivent pas la loi, elles suivent la morale. On peut dire ce qu'on veut sur ces boîtes-là, mais aucune ne rompt leur morale. Alors c'est une éthique minimale, c'est une éthique libérale, mais c'est une éthique forte. C'est une éthique qui a l'utilisateur au cœur de ses préoccupations. Or, Instagram, je vois tellement la scène, parce que je l'ai vu tellement de fois avec mes startups, où Instagram se fait racheter par une boîte cotée, Facebook, et donc il y a des avocats qui sont payés à tout mettre au carré. Parce que le niveau de scrutiny, le niveau de surveillance quand on est une boîte cotée est bien plus élevé que quand on est une boîte privée que personne ne connaît. Et donc je vois tellement la réunion où les avocats viennent et expliquent au patron d'Instagram, écoute, on a un problème, on ne possède pas les droits sur les photos. Alors à mon avis, le type chez Instagram, il n'en a rien à battre. Il dit oui, c'est ça, bah écoute, règle le problème. Puis il passe à autre chose. Et alors là, l'avocat investit de ses fils, parce que quel est le grand drame de l'avocat? Justifier la facture. Donc qu'est-ce qu'il fait? Eh bien il fait un truc hyper compliqué, où Instagram dit toutes les photos qui sont postées sur Instagram maintenant appartiennent à Instagram. Elles ne t'appartiennent plus. La photo de tes enfants, elle appartient à Instagram. Pourquoi? Parce que c'est quoi le raisonnement juridique? C'est que toi, si ta photo elle buzz sur Instagram, tu pourrais attaquer Instagram en disant vous avez fait 80 millions d'impressions avec ma photo, 1 centime d'impression, vous m'envoyez 800 000 $. Et donc pour éviter ça, ils disent quand tu prends une photo, la photo t'appartient. Ils changent leurs conditions générales d'utilisation. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde les accepte. Quelqu'un ici a déjà lu les conditions générales d'utilisation? Non. Mais c'est quoi la magie de l'Internet? La magie de l'Internet, c'est qu'il y a un étudiant autrichien qui va lire les trucs. Heureusement que les Autrichiens existent. Et donc il y a un étudiant autrichien qui un dimanche s'emmerde et dit « Ah, je vais lire les conditions générales d'utilisation d'Instagram. Peut-être qu'on me prend pour un con et que ma vie privée est violée. » Et donc il regarde les conditions, il tombe sur cette clause, il écrit un blog post. Le blog post est repris par le New York Times, qui est repris par le Wall Street Journal, qui est repris par la planète entière. Et Instagram, 2 semaines après, change ses conditions, s'excuse. C'est limite s'ils ne se sont pas prosternés par terre en disant s'il vous plaît, je vous jure, on n'était pas au courant, on a pendu l'avocat, regardez, il a été scalpé là-bas, je vous jure, on ne possède pas vos photos. Et tu vois comme le contrat social peut se retourner. C'est pas une question de nombre, c'est une question d'importance. Tu t'en fous de la pub, je m'en fous de la pub. Par contre, que la photo de mes enfants ne m'appartienne plus, ça, c'est un truc personnel. Et là, boum. Et c'est en ça que c'est des géants qui ont un contrat social. C'est-à-dire que c'est comme l'État, ça peut très mal te traiter, jusqu'au jour où les gens en ont marre sur un sujet et retournent la lutte. Donc c'est un phénomène dans les deux courants et dans les deux sens. Merci beaucoup. Ça